Lundi 21 février 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Le cyclone Emnati à la une des actualités, le cyclone tropical intense Emnati atterrira sur le territoire national entre Vatumange et Farafengan demain dans l'après-midi ou dans la soirée d'après les informations émanant du service de la météorologie ce jour. Emnati traversera les hautes terres afin de sortir dans le canal de Mozambique au niveau de la région Atsimanje-Fana Ampani ce mercredi d'après les prévisions. A rappelé qu'Emnati est le 5e cyclone à s'être formé dans les zones maritimes de Madagascar au cours de ces 2 derniers mois. Fin Jessina Mireille. À 15 heures locales, le cyclone tropical Emnati était positionné à 378 km à l'est de Thomasin. Le vent moyen qu'il apporte est estimé à 150 km/h, alterné par des rafales de 210 km à l'heure. Il se déplace dans une direction ouest-sud-ouest à raison de 15 km à l'heure. Ce météore est prévu toucher terre entre Mahanour et Farafengan demain après-midi ou en soirée en stade de cyclone tropical intense apportant un vent de 180 km/h. Il poursuivra ensuite son trajet en passant par les hautes terres centrales pour ensuite ressortir en mer dans le canal de Mozambique dans la région Atsimanje-Fan à Ampani le mercredi. Le niveau d'alerte a donc été modifié comme suit. Depuis 20 heures locales, les régions Atsnanan, Vatvav et Fitvnang sont placées sous alerte rouge, notamment en danger imminent. Alerte jaune pour Analanzruf, Atsimotsnanan, Anus, Vaknakaraj, Amurunmani, Matsiachambun, Yorumbi, Atsimonjefan, Anjui, Mangur, Manzakanjin, Anjamasan, Antananarive Avrajan, Antananarive Atsimjan, Antananarive Rinvuij, Ambujachim et Arivunmam. Alerte verte pour Alauch, Ponglav, Menabe, Anzorbe, Akasbe, Swavnanjin et Miarnariv. Emnati pourrait être légèrement plus fort que Batirai au moment de son impact. Étant donné les vulnérabilités des régions à risque, d'énormes dégâts généralisés sont donc à craindre si le niveau de préparation est faible. Ainsi, Météo Madagascar invite tout un chacun à suivre attentivement les consignes émises par les autorités. Les usagers maritimes sur l'ensemble des côtes est sont également priés de ne pas s'aventurer en mer jusqu'à écartement total des dangers. Le cyclone Emnati qui devra toucher terre demain sera plus intense que le cyclone Batirai, a annoncé aujourd'hui le Bureau national de la gestion de risques et catastrophes. De nombreuses régions de Madagascar seront touchées par le cyclone en raison de sa taille. Le BNGRC s'y prépare déjà. Et le stock de vivres entre leurs mains est encore suffisant, a-t-il poursuivi. Reportage de Ruth, Christelle et Yves Janel. Alors qu'environ 120 000 personnes ont dû être relogées après le passage de Batirai à Madagascar, ce chiffre pourrait augmenter après le passage d'Emnati, car son diamètre fait 2 à 3 fois la taille de Batirai et il pourrait être encore plus intense, rapporte le directeur général du BNGRC. Pour renforcer la préparation aux catastrophes, des personnels du BNGRC ont été déployés dans les zones sujettes au cyclone. Des matériels tels que des tentes, des tronçonneuses et des zodiacs sont également déployés. Selon toujours le DG du BNGRC, les dons mis à leur disposition sont encore suffisants pour les sinistrés. Par ailleurs, les habitants des zones à risque ont déjà été prévenus à l'avance et certains d'entre eux ont déjà quitté leur lieu d'habitation. C'est notamment le cas à Malanzari. Et après que le cyclone tropical intense Emnati s'approchait dimanche soir des côtes de la Réunion, le préfet a déclenché l'alerte rouge et les habitants étaient appelés à se confiner. Les écoles ont été fermées et les vols reportés. France 24. À quelques secondes près, cette voiture échappe à une vague de plusieurs mètres de haut. Les routes du littoral sont inondées. Ces arbres témoignent de la force du vent. La Réunion, déjà fragilisée il y a à peine 2 semaines par la tempête Batsirai, se voit de nouveau menacée par un autre cyclone surnommé Emnati. Et je pense que là, ça va nous frapper fort si ça nous frappe dessus. Vaut mieux se mettre à l'abri, c'est ce que je vais faire dans un instant. C'est pas très rassurant, on fait un petit tour, on rentre. Tous les Réunionnais sont invités à se confiner chez eux. Le cyclone
se rapproche de l'île. L'œil est à seulement 330 km des côtes. C'est paradoxalement pendant la phase où le cyclone va s'éloigner de l'île qu'on devrait avoir les vents les plus forts, mais surtout des valeurs qui pourraient atteindre 140 km/h dans les hauts habités. Les conséquences sont déjà visibles dans le sud de l'île. Ici, la rivière se transforme en torrent de boue. Ce soir, l'alerte rouge a été déclenchée. Certaines routes près du littoral sont barrées. Les écoles et l'aéroport, eux, resteront fermés jusqu'à mardi. Mais revenons à présent à Madagascar. La région d'Analamangue sera également touchée par le cyclone Emnati selon les prévisions météorologiques. Si certains s'y préparent, d'autres disent qu'ils ignorent l'arrivée de ce cyclone. Reportage. Antananarivo est actuellement en alerte jaune, c'est-à-dire en phase de menace selon la météo. À cet effet, la population devrait se préparer avant d'être confinée. Pour ce jour, des citoyens que nous avons rencontrés disent qu'ils ont fait leurs provisions et ont renforcé leur toit par peur des conséquences de la force du vent. Cependant, d'autres n'ont rien préparé puisqu'ils disent ne pas être au courant du probable passage de ce cyclone. Quoi qu'il en soit, l'on a constaté qu'à la veille de l'arrivée du cyclone, le quotidien de la population se déroule normalement. Les coupures d'électricité sont inévitables dans les zones de passage du cyclone Emnati. Toutefois, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures met tout en œuvre les matériels comme les ressources humaines pour leur rétablissement, l'effondrement des poteaux est le plus courant lors du passage du dernier cyclone, d'après les explications apportées par le ministre ce jour dans ce reportage d'Andoniana Martina sur les images de Secha Andjianab. Des milliers de poteaux électriques se sont effondrés lors du passage du cyclone Batirai à Madagascar, la principale raison de nombreuses coupures d'électricité dans certains districts, dont Manakar et Mananzari. À l'approche de l'arrivée d'Emnati, le ministre de l'Énergie et de l'Hydrocarbure souligne que les coupures sont inévitables durant les saisons cycloniques. Néanmoins, il a souligné que l'État malagasy met tout en œuvre pour gérer cela efficacement. L'État ne se limite pas à réhabiliter, mais surtout à rénover et à améliorer. L'on a déjà procédé au remplacement des poteaux en béton d'après les explications. Pour le cas de la région Analamangue, 640 poteaux se sont effondrés lors du passage du cyclone Ana et Batirai. 200 sont encore en cours de réhabilitation à l'heure actuelle, toujours d'après les explications apportées ce jour. Et conformément aux consignes présidentielles, les membres du gouvernement se sont rendus sur terrain pour venir en aide aux sinistrés. Chaque ministre s'est donc rendu dans la région qu'il parraine pour aider, mais également pour évaluer les dégâts suite au passage du cyclone Batirai. Reportage. Toutes les régions sinistrées après le passage du cyclone Batirai sont prises en charge par les membres du gouvernement. Faisant suite aux consignes présidentielles, ces derniers se sont rendus sur terrain. Le Premier ministre a montré l'exemple en descendant à Mahanour avec le président de la République, puis dans la région Atsnanan avec le ministre de la Population pour venir en aide aux sinistrés. Tous se sont entraidés afin de rétablir au plus vite la vie quotidienne des sinistrés. À l'instar des ministres de la Santé publique, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Poste et de la Télécommunication, qui se sont tous rendus dans les régions Vadvav et Fitvnang. Mis à part la distribution des vaccins, ces derniers ont aussi constaté les travaux de réhabilitation. Si l'on ne cite que la réhabilitation des locaux administratifs, des établissements scolaires, mais surtout la coordination de la distribution d'aide par le recours à la technologie. Le vice-ministre de la Réforestation s'est aussi rendu dans la région Atsimwatsnanan à Wangenjan pour apporter du soutien à la population locale. Le secrétariat d'État en charge de la gendarmerie a été dans l'Analandsroof, région dont il est coach, où il s'est particulièrement penché sur l'aide aux pêcheurs dont les activités sont impactées par le cyclone. Le secrétaire d'État y a également mené un atelier sur le centre opérationnel de gestion de risques local. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, quant à lui, s'est rendu à Ifanadine et étant donné que 10 parmi les 15 communes d'Ifanadine sont complètement isolées, ce dernier a offert à la population locale des matériels nécessaires afin que ces derniers puissent mener le Asatanamaur dans le cadre de la réhabilitation des diverses voies publiques.
Quant à Yikong, inaccessible vu l'état des routes, le ministère de la Défense nationale s'est particulièrement impliqué dans le largage des aides destinées à cette zone. Une tonne de riz a pu y être distribuée. Et sur un tout autre sujet, le chef-lieu de la région, Atsimwanje, sera le bénéficiaire du projet de transformation agro-industrielle dans la région sud-ouest. Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation est descendu à Tuliyar en fin de semaine pour lancer officiellement le début du projet avec les autorités locales. Dans la foulée, il a annoncé que Tuliyar aura également sa part de Tsenamour et de Vatstins cette semaine. La réalisation des Vélrins du président de la République se poursuit. Dans le secteur de l'industrialisation, en vue de l'autosuffisance alimentaire, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a mis en place le projet de transformation agro-industrielle PTASO à réaliser dans la ville de Tuliyar. Ce projet de grande envergure sera la plus grande zone industrielle de Madagascar, selon le ministre de tutelle Edgar Azafjava. Tout est déjà en place, même le financement qui s'élève à 25 millions de dollars octroyé par la BAD. Selon toujours ce ministre, ce projet permet de répondre aux Vélrins présidentiels à travers divers secteurs. Il s'agit d'un projet qui regroupe la transformation des produits locaux, de la commercialisation et de la promotion des produits agricoles à travers des centres agricoles et industriels. Cela permet ainsi de produire les besoins du pays localement. À cette occasion, le ministre de l'Industrialisation a tenu à donner des précisions sur les Tsenamour et les Vatstins qui arriveront cette semaine à Tuliyar. Le Tsenamour servira à équilibrer le prix des PPN pour éviter l'inflation et surtout il est destiné aux ménages les plus défavorisés. C'est notamment le cas du Vatstins, vendu à 500 arias le Kapok, qui sera réparti dans toutes les communes de la région. Le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat et son équipe poursuivent leur tournée dans la partie sud-ouest du pays. Outre les aides aux sinistrés, ce département ministériel se focalise également sur la réalisation des projets comme l'amélioration des villes et la construction de nouvelles villes. Pour le district de Farafangan, 3 nouveaux projets seront mis en place. Un reportage de Nater Akutmav. La construction d'une nouvelle gare routière, la réhabilitation de la plage de Farafangan pour promouvoir le tourisme local, mais aussi la construction d'une nouvelle ville, ce sont des projets dont la ville de Farafangan bénéficiera. Aucun district ne sera oublié, tel est le leitmotiv du président de la République, et cela se concrétise actuellement, a souligné la députée élue dans le district. Une des raisons de la descente dans cette ville du secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat est d'annoncer la réalisation de ces projets, mais aussi d'examiner sur place les détails techniques pour la faisabilité des travaux de construction des infrastructures et afin de pouvoir accélérer leur réalisation. Parmi ces 3 projets, le projet Miami, Umraï Naramfakati, un projet d'amélioration de la plage de Farafangan. Selon le ministre, tous ceux qui veulent y installer leur commerce peuvent s'inscrire dès maintenant. Le plan de ce projet Miami sortira au plus vite et sa construction débutera dès cette année comme les autres projets urbains. Le district d'Ambanz bénéficie de projets d'infrastructures routières. Il s'agit de la réhabilitation de la piste de cacao et du pavage de la route dans le centre-ville. Le ministre des Travaux publics a effectué une visite des chantiers en fin de semaine et exige que les travaux soient achevés avant la fin de cette année. Toujours un reportage de Nater Akutmav. Même si les entreprises en charge des travaux ont traversé des difficultés depuis quelque temps suite à la crise sanitaire et au prix du ciment, les travaux de construction des routes dans la ville d'Ambanz avancent. Selon le responsable, les travaux respectent les délais et les entreprises suivent les normes et la qualité de construction. Néanmoins, les travaux devront être accélérés selon le ministre des Travaux publics qui est descendu dans la ville d'Ambanz. Ces travaux concernent la piste des cacao mesurant 43 km et la route en pavé dans le centre-ville mesurant 9 km. Il est important de finir les travaux avant le mois de décembre prochain, selon le ministre. Ainsi, les entreprises devront multiplier leurs effectifs et leur matériel sur les chantiers pour finir dans ce délai.
Une réunion entre le ministre des Travaux publics, des techniciens du ministère, des représentants du PIC et des entreprises en charge des travaux s'est tenue pour trouver des solutions dans l'optique d'accélérer encore plus les travaux de réhabilitation de ces deux infrastructures routières. Et revenons à présent sur les actualités internationales. Lundi 21 février, le Kremlin a estimé qu'un sommet Poutine-Biden sera prématuré et après une série d'échanges entre Emmanuel Macron et ses homologues russes et américains, l'Élysée estime que l'organisation d'un sommet est encore possible mais qu'il appartient à Vladimir Poutine de faire son choix. Les parties prenantes évoluent donc sur un chemin de crête, précise la présidence française. Pendant ce temps, sur le terrain, on navigue entre bombardements et des informations. Un reportage de France 24. Une quinzaine de maisons côté ukrainien éventrées par des obus, soufflées par les explosions. Témoins des nouveaux incidents sur la ligne de front. Mêmes images de l'autre côté, chez les séparatistes pro-russes. Les fenêtres de cette habitation ont été pulvérisées dans la nuit. C'était silencieux. Je suis allée pour fermer ma porte et quand je suis arrivée, j'ai entendu le bombardement. Dans ce conflit larvé et cette escalade de la violence, il y a peut-être une avancée diplomatique. Dans la nuit, l'Élysée annonce qu'à l'initiative d'Emmanuel Macron, un sommet va se tenir entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Il est 1h47. Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un tel sommet. Il ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine. Une information confirmée par les États-Unis qui disent garder une porte ouverte pour une solution diplomatique. Le président Biden l'a dit très clairement. Il est prêt à rencontrer Poutine n'importe quand, n'importe où, si ça peut aider à éviter la guerre. Mais la route vers la paix est encore longue. Ce matin, le Kremlin dément, parle d'une annonce prématurée et reproche même à l'Ukraine d'avoir détruit l'un de ses postes frontières. La guerre de l'information continue. Les Ukrainiens, eux, diffusent cette vidéo. Ces explosions, disent-ils, ce sont les Russes tirant des obus sur leur propre position afin d'accuser les Ukrainiens. Comment analyser aussi ces photos satellites? On y voit l'armée russe aux frontières de l'Ukraine qui s'est dispersée, peut-être le signe d'un retrait ou au contraire d'une invasion imminente. Ottawa retrouve peu à peu son calme. Dimanche 20 février, la police canadienne a procédé à l'évacuation des derniers véhicules abandonnés. Cela faisait 24 jours que le centre-ville était bloqué par une mobilisation inédite contre la politique sanitaire du gouvernement canadien, appelée Convoi de la liberté. Les autorités annoncent avoir arrêté au moins 190 manifestants et remorqué près de 80 véhicules. France 24. Retour au calme dans les rues d'Ottawa. Les derniers camions qui bloquaient la ville sont remorqués et les déchets évacués. Un soulagement pour les habitants après 24 jours de contestation. Je suis vraiment soulagé que ce soit terminé. Je pense qu'il est devenu très évident que c'était plus qu'une simple manifestation pacifique et plutôt une occupation. Durant 3 semaines, la capitale canadienne a été paralysée par plusieurs centaines de camionneurs opposés à l'obligation vaccinale. Cette mobilisation inédite a affecté l'économie avec le blocage d'axes stratégiques entre les États-Unis et le Canada et la mise à l'arrêt de nombreuses usines. Mais les conséquences sont aussi politiques. Le Premier ministre canadien a été très critiqué pour la gestion de la crise. La police dit rester vigilante. Au cours des prochains jours, nous identifierons la position des services de police pour voir comment maintenir une présence et s'assurer que personne ne revienne occuper nos rues à nouveau. Au cours des semaines, la mobilisation a évolué en une contestation plus générale de la gestion de la crise du Covid. Un mouvement qui en a inspiré d'autres, comme en France. Plusieurs convois anti-pass sanitaires ont convergé vers Paris le week-end dernier, sans parvenir à bloquer la capitale. En Nouvelle-Zélande, en revanche, des centaines de manifestants campent depuis 2 semaines devant le Parlement. On est juste des gens normaux qui ont perdu leur emploi et qui veulent contribuer à la société et faire partie de la construction de la Nouvelle-Zélande. À Washington, la police dit se préparer, elle aussi, à l'arrivée d'un convoi de camionneurs lors de l'adresse à la nation de Joe Biden le 1er mars. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre série Revenge. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.